Bienvenue dans Geeks Zone Actualité IA, votre rendez-vous hebdomadaire et l'endroit où l'intelligence artificielle passe à la loupe avec un peu d'humour et beaucoup de neurones, artificiels comme biologiques. Aujourd'hui, on décortique 5 actualités brûlantes. Une IA capable de lire vos émotions mieux que vos proches, sauf si vous vivez avec un chat. Des IA qui créent de l'art. Mais est-ce vraiment de la création ou juste du remix haute résolution? La grande question de la responsabilité, quand l'IA agit, qui paie la facture morale? Un outil baptisé Flux Contexte qui permet une édition d'images cohérente à travers toute une scène. Et enfin, le partenariat explosif entre OpenAI et Photoroom, quand GPT-4 se prend pour votre directeur artistique personnel. Vous pensez être impassible? Ne clignez pas trop des yeux, car certaines IA sont désormais capables de détecter ce que vous ressentez, avant même que vous le sachiez vous-même. D'après une étude récente menée à Genève, des IA seraient meilleures que vous pour interpréter les émotions faciales. Oh, pauvres humains. Bluffant, peut-être. Inquiétant, clairement. Ici Gontran, en direct d'un monde où même vos silences parlent à votre place. Je viens de tester une IA capable de lire les émotions sur mon visage. Après 10 minutes de confession, mon stress, ma joie, mes regrets devant la saison 8 de Game of Thrones, elle m'a regardé fixement, ou plutôt, elle a scanné ma tête en pixels et m'a classé dans la catégorie émotionnellement neutre. Neutre. Moi, un homme qui a versé une larme à la dernière scène d'Interstellar, 2 fois, dont une version doublée. Alors, j'ai refait le test en racontant le divorce de mes parents et la fois où j'ai perdu mon poisson rouge. Verdict? Toujours neutre. Je crois que je viens d'être friendzoné par une machine. Plus sérieusement, cette IA ne fait pas que deviner si vous êtes content ou triste. Elle prétend comprendre l'intention derrière un regard, l'inconfort dans un sourire, la fatigue dans un clignement. En clair, elle prétend vous connaître. Et ça change tout. Pour le marketing, pour la médecine, pour la surveillance aussi. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est éthique? Je laisse ça à Domi Geek. Moi, je vais méditer dans une pièce sombre en écoutant du Vangelis. C'est la seule chose qui me reste. Techniquement, ces IA analysent les micro-expressions du visage, les modulations vocales, voire le rythme de votre respiration. Mais est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles détectent? Appelons notre expert maison. Gontran, tu n'es peut-être pas neutre, mais au moins tu es lucide. Alors voyons ce que cette IA émotionnelle fait vraiment. D'abord, la base, cette IA repose sur de la computer vision, plus précisément sur des modèles de détection d'expression faciale. Elle analyse des micro-mouvements, un haussement de sourcils, une tension de la mâchoire, un clignement. Tout ça est comparé à une base d'expression annotée, souvent basée sur FACS, Facial Action Coding System. En gros, elle fait une cartographie musculaire du visage et avec un peu de statistiques, elle étiquette joie, colère, surprise, etc. Mais l'IA ne s'arrête pas là. Les plus avancés utilisent aussi le contexte linguistique, ton de voix, mots prononcés, rythme respiratoire, etc. C'est ce qu'on appelle une approche multimodale. Le système croise tout, le visage plus la voix, plus du texte est égal la probabilité émotionnelle. Exemple, tu souris, mais tu dis « je me sens seul ». D'un ton monotone, ça signifie pour l'IA incongruence émotionnelle, interprétée comme anxiété ou fatigue. Et ça, c'est très utile pour détecter des états qu'un humain raterait. Là où ça devient complexe, c'est l'apprentissage. Ces IA sont entraînées sur des datasets d'expression annotés par des humains. Or, ce qui est triste pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Résultat, l'IA projette une norme émotionnelle, souvent américaine, jeune et neutre. Gontran pleure devant Interstellar, pour l'IA, c'est peut-être juste de la fatigue oculaire. Et c'est là que les faux diagnostics commencent. Ces systèmes sont déjà utilisés dans les RH pour analyser un entretien, dans les voitures, fatigue au volant, dans les classes, engagement des élèves, et bien sûr dans le marketing, sauf que c'est encore très imprécis. Une IA peut interpréter ton regard fuyant comme de la gêne, alors que tu lis tes notes. Une erreur de lecture peut vite devenir une erreur de jugement. Est-ce que c'est fiable? Pas encore totalement. Est-ce que c'est éthique? Ça dépend de l'usage, mais ce qui est certain, ces IA vont continuer à progresser et il faut absolument encadrer leur usage, surtout là où des décisions humaines en dépendent, parce que le jour où une IA émotionnelle influence ton traitement médical ou ton procès, tu veux qu'elle t'ait bien compris et qu'elle sache qu'une larme, parfois, c'est juste du vent dans l'œil. Moralité. Ces IA savent capter des signaux, mais pas vos silences. À manipuler avec précaution, surtout dans des contextes sensibles, recrutement, éducation ou les ruptures. L'intelligence artificielle peut-elle être créative? Chaque semaine, des images, musiques ou poèmes générés par IA font le buzz. Mais est-ce vraiment de l'art
ou juste du très bon copier-coller probabiliste? Ici Gontran, entouré de peintures, généré par une machine. Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, j'aurais crié au scandale. Aujourd'hui, une IA peint, compose de la musique, écrit des poèmes, et certains critiques appellent ça de l'art. Alors moi, en bon journaliste, je me pose une question. Est-ce qu'une IA peut vraiment être créative? Ou est-ce qu'elle pioche juste dans Google avec du style? J'ai testé. Je lui ai demandé un tableau qui exprime le regret d'un amour perdu sous la pluie. Résultat, un visuel sublime, presque troublant. Mais est-ce que cette IA sait ce qu'est le regret? Est-ce qu'elle ressent ce qu'elle produit? Ou bien est-ce qu'elle bricole des pixels à partir de 10 millions d'œuvres humaines? Est-ce qu'elle crée ou est-ce qu'elle assemble? Et puis, il y a les biais. Quand on creuse, on découvre que l'IA produit souvent ce qu'elle a déjà vu. Elle répète des formes, des styles, des idées. C'est fluide, impressionnant, mais novateur? Pas toujours. Et parfois, elle confond une licorne avec une vache qui a une verrue sur le front. Est-ce ça, l'inspiration? Moi, je dis, créer sans ressentir, c'est comme écrire une lettre d'amour avec un tableur Excel. Ça rime peut-être, mais ça ne palpite pas. Alors, IA artiste ou IA plagiaire stylée, c'est à demi-geek de trancher. Les IA comme DALL-E, Midjourney ou Stable Diffusion créent à partir d'énormes bases de données. Elles ne créent pas à partir d'une intention personnelle, mais d'un prompt, d'un contexte statistique. Est-ce que l'IA est créative ou juste très douée pour le remix? Pour répondre franchement, ce qu'on appelle création chez une IA, c'est de la statistique raffinée, rien de plus. Quand tu lui demandes une licorne mélancolique sous la pluie, elle ne rêve pas de licorne. Elle décode les mots, les associe à des concepts appris pendant l'entraînement, souvent des milliards d'images ou de textes, et elle construit quelque chose de probable, pas forcément original, probable dans l'espace du style, du sujet et de la demande. C'est ce qu'on appelle la cohérence sémantique guidée par les gradients. Elle n'a aucune volonté, aucun besoin de s'exprimer. L'IA optimise une fonction de vraisemblance. À partir de ce que je connais, quel résultat serait cohérent vu la demande de l'humain? Elle génère des formes nouvelles, mais dans un espace appris. Elle ne sort jamais d'elle-même. Pas d'accident, pas de désobéissance créative, que de la combinaison statistique supervisée. Tu vois une belle image, elle n'existait pas avant, certes, mais elle est le fruit d'une interpolation, une synthèse entre des milliers de points dans un espace latent. En clair, c'est une moyenne intelligente entre des choses déjà vues. C'est bluffant, mais ce n'est pas pensé hors cadre. C'est pensé dans un hypercadre multidimensionnel préformaté. Une IA peut produire des résultats inédits, oui, mais sans conscience de l'inédit. Elle n'a ni curiosité, ni frustration, ni intention poétique. Ce qu'elle crée peut nous toucher, mais uniquement parce que nous projetons du sens dans ce qu'elle produit. Comme on voit des formes dans les nuages ou des émotions dans des harmonies aléatoires, l'émotion est humaine, l'acte de générer est computationnel. Alors non, l'IA n'est pas une artiste, c'est un outil de suggestion statistique hautement paramétré. Elle ne crée pas, elle construit des illusions de nouveauté à partir de nos propres artefacts culturels. En somme, elle n'invente rien, mais elle le fait avec un talent qui peut parfois nous renvoyer à notre propre créativité. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors non, l'IA n'est pas un artiste. Mais c'est un super outil pour les vrais créateurs, à condition de savoir ce qu'on veut raconter. Sinon, c'est juste un Photoshop turbo qui cite Wikipédia avec des paillettes. Une voiture autonome percute un piéton. Une IA recommande un mauvais traitement médical. La question n'est plus si ça peut arriver, mais qui assume les conséquences quand ça arrive. Ici, Gontran. Dans ce dossier, une patiente a été opérée sur la mauvaise hanche à cause d'un algorithme mal entraîné. Dans cet autre, un père de famille a été arrêté à tort. La reconnaissance faciale l'avait confondu avec un autre. Et dans celui-ci, une voiture autonome a accéléré au lieu de freiner parce qu'une ombre projetée avait été interprétée comme un sac plastique. 3 drames, 3 intelligences artificielles et une question, qui est responsable? Parce que voyez-vous, quand une IA se trompe, personne ne l'envoie devant un juge. On blâme l'opérateur, le fournisseur, l'utilisateur, mais rarement l'architecture, le dataset ou l'absence totale de supervision.
L'IA devient une sorte de fantôme légal, toute puissante, mais intouchable. Et ce flou, mes amis, c'est pas une erreur. C'est un vide juridique, dans lequel on a laissé entrer un bulldozer rempli de décisions automatisées. Qui va prendre la balle quand le modèle hallucine? Le stagiaire? Le CEO? Le ministère de l'économie numérique? Même Domigeek a du mal à suivre la chaîne de responsabilité. C'est dire. Le plus ironique, c'est que l'IA est souvent plus fiable que l'humain. Mais quand elle se plante fort. Pas petite erreur de jugement. Non, je viens d'envoyer un missile sur le mauvais village. Et personne ne veut assumer. Pas même l'algorithme. Alors, pendant que les startups vendent du rêve en API, je vous laisse avec cette question simple. Si demain, une IA décide de votre prêt bancaire, de votre peine de prison ou de vos soins médicaux, est-ce que quelqu'un sera encore là pour vous écouter quand elle aura tort? Derrière l'humour, une vraie question juridique. Est-ce le développeur, le propriétaire, le fabricant ou l'utilisateur? Gontran, tu as pointé le vrai problème, pas la faute, pas l'erreur. La chaîne de responsabilité algorithmique, et crois-moi, elle est bien plus floue qu'un modèle mal entraîné. Quand une IA se trompe, ce n'est pas une action consciente, c'est le résultat d'un enchaînement de modules, un modèle, souvent une black box, des données brutes, biaisées, partielles, un pipeline de décision, threshold, règles métier, et un déploiement en contexte, souvent non anticipé. L'erreur finale, c'est donc un produit distribué. Mais aujourd'hui, dans 90% des cas, aucune traçabilité claire n'est disponible pour reconstruire cette chaîne. Résultat, on ne sait pas où frapper, ni qui. Il y a 4 niveaux de responsabilité. Les développeurs, ceux qui codent les architectures, les data scientists, ceux qui choisissent et nettoient les données, les entreprises qui packagent, vendent et déploient l'IA, les utilisateurs finaux, souvent non formés, souvent seuls, mais aucune législation ne définit clairement qui doit répondre à quoi, surtout quand le modèle est propriétaire ou hébergé par une API distante. C'est ce qu'on appelle un effondrement de la traçabilité computationnelle. Parce qu'un modèle, ça peut halluciner, et quand il hallucine dans le domaine bancaire, médical ou judiciaire, ce n'est plus une anomalie, c'est une décision à haut risque déguisée en automatisme neutre. Une IA peut apprendre à minimiser une fonction de perte, mais elle ne peut pas comprendre les implications humaines d'une erreur. Sans garde-fou, c'est comme confier un scalpel à une calculatrice. Il faut que ça change. On ne devrait plus pouvoir lancer une IA à usage critique sans un mécanisme d'explicabilité, de journalisation et d'auditabilité intégré. À la manière d'un médicament, phase 1, vérification des biais. Phase 2, test contrôlé en contexte simulé. Phase 3, traçabilité légale en cas d'effet secondaire. Aujourd'hui, on déploie des modèles comme on publierait un post sur Reddit. C'est inacceptable. Donc, non Gontran, ce n'est pas l'IA qu'il faut mettre sur le banc des accusés. C'est notre incapacité à la traiter comme une infrastructure critique. Parce que à ce stade, ce n'est plus un bug dans le code, c'est une faille dans notre gouvernance technologique. Et tant qu'on ne corrige pas ça, ce n'est pas la machine qui nous jugera, c'est notre propre légèreté. Il faudra des contrats clairs pour encadrer ces recommandations intelligentes. Parce que sans cadre, c'est la jungle algorithmique. Modifier une image sans tout casser, facile à dire. Mais maintenir la cohérence stylistique, les relations spatiales et même la personnalité visuelle d'un personnage ou d'un décor, c'est là que Flou Contexte entre en scène. Si Gontran, en direct d'un studio où l'on crée des images sans pinceau, sans appareil photo, juste avec des mots. Bienvenue dans l'univers de Flux Contexte, une IA capable de transformer une simple description en une image d'une précision déconcertante. J'ai vu un designer demander « Ajoute une ambiance nocturne à cette scène ». En quelques secondes, l'IA a modifié l'éclairage, ajusté les ombres, et même changé l'expression des personnages pour correspondre à l'atmosphère. C'est comme si elle comprenait non seulement les mots, mais aussi l'intention derrière eux. Flux Contexte ne se contente pas de générer des images à partir de textes. Elle peut aussi modifier des images existantes, en conservant la cohérence stylistique et les détails importants. Un outil puissant pour les créateurs, mais qui soulève aussi des questions. En observant ces créations, je me demande où se situe la frontière entre l'artisanat humain et la production automatisée. Si une IA peut créer une œuvre d'art en quelques secondes, que devient le rôle de l'artiste? Et que dire de l'authenticité, de l'émotion, de l'âme que l'on attribue à une œuvre? Flux Contexte ouvre des possibilités infinies pour la création visuelle.
Mais elle nous pousse aussi à réfléchir sur notre rapport à l'art, à la créativité et à la place de l'humain dans ce nouveau paysage numérique. Flux Context repose sur une architecture proche de GPT-4V, un modèle de type Vision Language Transformer, VLT, mais à la différence des modèles classiques qui traduisent un prompt en images comme DALL-E ou Midjourney, Flux Context maintient une mémoire active du contexte conversationnel, il ne génère pas, il collabore. Par exemple, si tu dis « ajoute un reflet de lune, puis plus de mystère », il ne repart pas de zéro, il ajuste localement, cohérent avec l'historique. C'est une IA éditoriale, pas seulement générative. Ce qui rend Flux Context unique, c'est sa capacité à ancrer les modifications dans une logique intentionnelle. Il détecte des patterns stylistiques, noirceur, chaleur, tension. Il applique des filtres vectoriels sur des zones spécifiques. Il exploite un système de balises émotionnelles pour adapter la posture, la lumière ou l'expression. Ce n'est pas juste de l'esthétique automatisée, c'est de la mise en scène computationnelle. Est-ce que c'est de l'art? Si on considère l'art comme un processus d'expression émotionnelle humaine, alors non. Mais si on le voit comme un langage symbolique visuel, alors oui, Flux Context en maîtrise les codes. Il n'invente pas, il recompose à partir d'un corpus de données extrêmement dense. C'est de la créativité combinatoire, pas intuitive. Et pourtant, certaines productions sont bouleversantes parce que nous projetons nos émotions dans ce qu'elles composent. Mais attention, comme tous les modèles de génération visuelle, Flux Context peut halluciner des détails incohérents, suréchantillonner des biais, trop de visages lisses, stéréotypes culturels ou proposer une vision trop parfaite du monde. Et ça, c'est un problème si les utilisateurs ne comprennent pas qu'ils parlent à un miroir statistique, pas à un photographe. Le plus grand enjeu, ce n'est pas la technique, c'est le cadre de confiance. Si une IA est capable de produire une affiche de film, un deepfake convaincant ou une campagne entière, qu'est-ce qui nous garantit la transparence? Où sont les métadonnées? Le filigrane invisible? La preuve d'origine? Une IA comme Flux Context doit être aussi traçable qu'un fichier juridique, car son potentiel de manipulation visuelle est immense. En résumé, Flux Context, c'est un super styliste algorithmique. Il ne pense pas, il synthétise, il ne ressent pas, il combine, mais il le fait à une vitesse et avec une finesse qui défie l'imagination. Et si on l'utilise bien, il peut devenir le plus grand assistant visuel de notre époque, à condition de ne jamais oublier, l'intention, elle, doit rester humaine. On passe d'un Photoshop stochastique à un moteur de scène piloté par le sens. Une brique de plus vers la génération de films, de comics ou de jeux vidéo directement depuis des prompts. Shooté sans studio, sans mannequin, sans lumière, mais avec GPT-4o. Grâce au nouveau partenariat entre OpenAI et Photoroom, l'IA devient votre photographe personnel. Ici Gontran. Vous connaissiez OpenAI pour ses cerveaux géants comme ChatGPT et DALL-E. Vous ne connaissiez peut-être pas Photoroom, mais vos vendeurs Vinted et vos fiches produits Amazon, eux, la connaissent bien. Et voilà que les deux fusionnent leur savoir-faire dans une alliance qui pourrait bien redéfinir le commerce visuel. Concrètement, grâce à ce partenariat, Photoroom permet maintenant à n'importe qui, oui, même moi, de générer des visuels e-commerce dignes de publicité pro, à partir d'un simple objet photographié sur une table de cuisine. L'IA découpe, nettoie, stylise, compose une scène réaliste et hop, une image de catalogue prête à vendre. Et le tout avec les technologies OpenAI derrière les coulisses. Ce n'est pas juste une innovation technique, c'est une offensive sur le terrain du marketing automatisé, où la qualité n'est plus réservée aux grandes marques. Un vendeur solo sur Etsy peut maintenant rivaliser visuellement avec Zara, parce que l'IA, ici, c'est l'arme de démocratisation massive. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas la beauté des images générées, c'est la vitesse. 10 visuels différents en 10 secondes. Veux-tu un fond pastel? Un salon moderne? Un comptoir chic? Tu cliques, tu changes. Moi, j'ai mis 2 heures à choisir mon fond d'écran. Eux, ils créent une identité visuelle complète pendant que je me gratte la tempe. Alors, c'est ça le futur? Des millions d'images, de visages, de styles, jamais prises par un photographe? Un monde où la créativité visuelle est automatisée, testée en AB, optimisée en pixels et vendue en API? Si c'est le cas, je me demande ce qu'il restera aux vrais créatifs. Peut-être le storytelling ou le doute. OpenAI transforme la production visuelle en pipeline automatisée. Et c'est que le début. Vous avez aimé Midjourney? Attendez qu'il vous fasse vendre vos chaussettes.
Ce que tu viens de voir, ce n'est pas juste un outil qui retouche des images, c'est un système de production visuelle assisté par IA optimisé à chaque étape du prompt à l'export. Et ce système, aujourd'hui, repose en partie sur l'intégration des modèles d'OpenAI, notamment GPT-4 et DALL-E 3, dans la chaîne de valeur de Photoroom. Avant, Photoroom fonctionnait comme une suite semi-automatisée, détourage, suppression de fond, génération de templates statiques, effets basés sur des réseaux CNN classiques. Aujourd'hui, on y ajoute génération contextuelle avec GPT-4 pour interpréter les besoins marketing, créer une ambiance estivale chic, génération d'arrière-plan via DALL-E 3 en cohérence stylistique avec l'objet central, rendu instantané multi-scénario avec une logique de prompt chaining. En clair, on passe d'un outil de retouche à un studio créatif programmé. Là où un graphiste produit une variation en 15 minutes, Photoroom peut en générer 10 en 10 secondes parce que l'architecture a été pensée pour multiplier les variantes via API avec batching de prompt, inférence parallèle et sélection via scoring automatique. Le résultat est commercialement redoutable, une image qui matche le public sans shooting, sans designer, juste à partir d'un prompt type, sac à main sur fond doux, ambiance parisienne. Ce que beaucoup oublient, c'est que le vrai apport d'OpenAI dans ce partenariat, c'est la compréhension de la demande. GPT-4 est utilisé pour enrichir les prompts automatiquement, adapter le ton et la cible, féminin, tech, minimaliste, déduire les styles implicites, élégant devient pastel plus flou, plus composition centrée. L'image n'est plus créée, elle est contextualisée par une IA qui comprend le besoin business. C'est ça la force, le design to market généré, testé, itéré. On peut créer une identité visuelle entière sur mesure sans aucune compétence graphique. Logo, ambiance produit, visuel publicitaire, mise en situation réaliste, déclinaison pour A/B testing. Ce n'est plus une IA dans Photoshop, c'est Photoshop devenu IA. Est-ce que c'est la fin du graphiste ? Non, mais c'est la fin du graphiste non spécialisé, car désormais la valeur n'est plus dans l'exécution, mais dans la narration, la stratégie, la différenciation. Tu ne gagnes plus sur le beau, tu gagnes sur le pourquoi, pour qui, à quel moment. Et ça, aucune IA ne l'industrialise encore. Le partenariat entre OpenAI et Photoroom, c'est un tournant, c'est la démocratisation de la mise en scène visuelle pilotée par algorithme. Une révolution silencieuse qui redéfinit les règles du commerce visuel. À nous, humains, de ne pas devenir des spectateurs passifs de notre propre créativité. Des IA qui éditent mieux que Photoshop, des robots qui savent ce qu'ils voient, des assistants qui n'attendent même plus vos questions. Le futur, c'est plus une promesse, c'est une mise à jour. Et si ce que vous venez de voir vous a bluffé, accrochez vos neurones. Ce mercredi, DomiGeek vous lâche une autopsie technique complète de Bitnet 1.58. Oui, le fameux modèle qui tourne sur un Pentium 90 MHz. Oui, c'est possible. Oui, c'est expliqué. Oui, ça pique. Algorithmiquement, mathématiquement, codatiquement. Et pour Gontran, végétativement. Je sais, ça devait être la semaine dernière, mais Domi était trop chialeux. Ok, insatisfait. Est-ce plus politically correct ? Même les IA ne peuvent pas dire ce qui leur passe par les bits. Et on se retrouve désormais chaque dimanche pour un nouveau Geeks Zone Actualité IA, votre condensé d'actualité tech avec un soupçon de sarcasme, un shot de science et juste ce qu'il faut de Gontran.